J'ai reçu ce témoignage d'une auditrice nommée Carolina, qui vit dans un petit village près de Guadalajara. Ce qu'elle m'a raconté sur son expérience lorsqu'elle était enfant m'a laissé pensif pendant des jours. Si tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable dans ton enfance, quelque chose qui te poursuit encore aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu le partages dans les commentaires. Parfois, ces souvenirs nous accompagnent toute notre vie en cherchant à être racontés. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans une vieille maison dans un village oublié, où Carolina et sa famille ont vécu quelque chose que personne d'autre n'a pu expliquer jusqu'à ce jour. Je m'appelle Carolina et j'ai 34 ans. Ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais 11 ans, mais je m'en souviens avec une clarté qui me terrifie. Il y a des choses que la mémoire devrait nous permettre d'oublier, mais celle-ci n'en fait pas partie. C'était l'été 2001. Mes parents venaient de divorcer et ma mère a décidé que nous avions besoin d'un changement radical. Elle a vendu notre appartement à Guadalajara et, avec cet argent et ses économies, elle a acheté une vieille maison dans un village appelé San Isidro, à environ 2 heures de la ville. Elle disait que ce serait bien pour nous, plus calme, plus économique, que nous pourrions recommencer à zéro. Je ne voulais pas y aller. J'avais des amis en ville, mon école, ma vie, mais on ne m'a pas laissé le choix. Ainsi, fin juillet, ma mère, mon petit frère Thomas, qui avait alors 8 ans, et moi avons déménagé à San Isidro. La maison était énorme, bien plus grande que notre appartement. Elle avait 2 étages, 6 pièces, une cour arrière avec des arbres fruitiers et un sous-sol que ma mère a dit que nous utiliserions comme cave. Elle était magnifique, oui, mais il y avait quelque chose en elle qui me mettait mal à l'aise dès le premier instant. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si la maison t'observait. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les miroirs. Il y avait des miroirs partout. Dans chaque pièce, dans chaque couloir, certains petits, d'autres énormes, allant du sol au plafond. Des miroirs anciens avec des cadres ornés, dorés, argentés, certains en bois sculpté. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi il y en avait autant, elle haussa les épaules. Les anciens propriétaires devaient aimer les miroirs. Ils sont magnifiques, tu ne trouves pas? Décoratifs. Ils donnent l'impression que la maison est plus grande, mais je n'aimais pas ça. Il y avait quelque chose d'inquiétant à voir constamment ton reflet, à chaque coin que tu regardais. Les premiers jours furent chaotiques. Déballer, arranger les meubles, nettoyer la poussière accumulée. La maison était vide depuis presque 2 ans, nous a dit l'agent immobilier. Les anciens propriétaires étaient départis brusquement, mais il n'a pas donné plus de détails. Ma chambre était au 2e étage, au bout du couloir. Elle était spacieuse, avec une grande fenêtre donnant sur la cour arrière. Et, bien sûr, elle avait un miroir. Un vieux miroir à cadre doré qui couvrait presque tout le mur en face de mon lit. J'ai demandé à ma mère de l'enlever. « Pourquoi ? Il est magnifique, dit-elle. Je n'aime pas. Ça me fait peur. Carolina, ne sois pas ridicule. Ce n'est qu'un miroir. Mais il est juste en face de mon lit. Je ne veux pas me voir quand je me réveille. » Ma mère a soupiré, fatiguée. « D'accord, nous le couvrirons avec un drap si ça te dérange tant, mais nous ne l'enlèverons pas. Il est fixé au mur et nous risquerions d'endommager le plâtre. » Cette nuit-là, nous avons accroché un drap blanc sur le miroir. Il était complètement couvert. Je me suis senti un peu mieux. La première semaine a été étrangement calme. Nous avons exploré le village, rencontré les voisins, acheté ce qui était nécessaire pour la maison. Thomas semblait bien s'adapter. Moi, je regrettais ma vie d'avant, mais je faisais un effort. Tout a changé la 8e nuit. Je me suis réveillé sans raison apparente. Il était tard, après minuit selon l'horloge sur ma table de nuit. La maison était en silence complet. Je suis resté allongé, regardant le plafond, me demandant ce qui m'avait réveillé. Puis je l'ai remarqué. Le drap qui couvrait le miroir était par terre. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant plus vite. Il a dû tomber, ai-je pensé. Il était mal accroché. C'est tout. Mais en regardant maintenant le miroir découvert, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Mon reflet ne faisait pas la même chose que moi. J'étais assise sur le lit, regardant le miroir. Mais mon reflet était allongé, de côté, me regardant directement. J'ai cligné des yeux. 1 fois. 2 fois. Mon reflet n'a pas cligné. Il me regardait simplement avec de très grands yeux, sans bouger. J'ai crié.
Ma mère est arrivée en courant, allumant les lumières dans le couloir. Elle est entrée dans ma chambre, les cheveux en désordre et l'expression inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pointé le miroir d'une main tremblante. Le miroir. Mon reflet était... Mais quand j'ai regardé à nouveau, mon reflet était normal. Moi assise sur le lit, en train de signaler. Ma mère debout près de la porte. Tout était correct. « Carolina, qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé ma mère en s'approchant. Moi, j'ai vu... Je ne savais pas comment l'expliquer. Ça semblait ridicule même dans ma tête. La drap était tombée. Ma mère a regardé la drap sur le sol. Elle devait être mal accrochée. Viens, je t'aide à la remettre. Non, je ne veux pas la couvrir. Je veux que tu l'enlèves. Carolina, on en a déjà parlé. S'il te plaît. J'étais au bord des larmes. S'il te plaît, maman, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce miroir. MTD. Ma mère m'a regardé avec cette expression que les adultes utilisent quand ils pensent que tu es irrationnel mais ne veulent pas être durs avec toi. C'est bon. Demain, on verra comment l'enlever sans endommager le mur. Pour ce soir, veux-tu dormir avec moi? J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de ma mère, blotti contre elle comme quand j'étais petite. Le lendemain matin, ma mère a essayé d'enlever le miroir. Mais il s'est avéré qu'il était collé au mur avec une sorte de colle industrielle. Nous avons même appelé un voisin qui travaillait dans la construction pour nous aider. Après 1 heure d'essai, il nous a dit que la seule façon de l'enlever serait de le casser, et cela pourrait être dangereux en plus d'apporter de la malchance selon lui. Sont 7 ans de malchance si tu as brisé un miroir, dit-il, mi-ironique, mi-sérieux. Ma mère a décidé de le laisser, mais elle m'a changé de chambre. Je suis déménagé dans une plus petite de l'autre côté du couloir. Cette chambre n'avait qu'un petit miroir au-dessus de la coiffeuse, facile à couvrir. Je pensais que cela résoudrait le problème, mais cela l'a simplement empiré. Parce que même si je n'étais plus dans la chambre avec le grand miroir, la chambre était toujours là, de l'autre côté du couloir. Et le soir, quand tout était sombre et silencieux, j'entendais parfois des bruits venant de là-bas, des craquements, comme si quelqu'un marchait sur le parquet en bois, des murmures, très faibles, impossibles à comprendre, et une fois, un rire, doux, féminin, qui s'est arrêté brusquement. Je n'ai rien dit à ma mère. Je savais qu'elle ne me croirait pas, mais Thomas m'a cru. Un après-midi, 2 semaines après notre déménagement, Thomas est venu dans ma chambre. Il avait l'air effrayé. « Caro, je peux te raconter quelque chose de bizarre. » « Bien sûr. Que se passe-t-il » Il s'est assis sur mon lit, enroulé autour de ses genoux. Parfois, je vois des choses dans les miroirs. Ma peau s'est hérissée. Quel genre de choses? Des personnes qui ne devraient pas être là. Comme hier, j'étais dans le salon en train de jouer à des jeux vidéo et j'ai regardé le grand miroir au-dessus de la cheminée. J'ai vu une fille debout derrière le canapé, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. À quoi ressemblait-elle? Je ne sais pas. Tout est allé très vite. Elle avait de longs cheveux foncés et une robe blanche. Mais quand j'ai regardé à nouveau dans le miroir, elle n'était plus là. « Tu l'as dit à maman ?» Il secoua la tête. « Elle ne va pas me croire. Elle dira que c'est mon imagination. » Il avait raison. Et le pire, c'est que je savais que ce n'était pas son imagination. Parce que moi aussi, j'avais commencé à voir des choses. Des ombres qui bougeaient dans les reflets quand personne d'autre n'était prêt. Des figures floues dans les coins des miroirs qui disparaissaient quand on les regardait directement. Et des visages. Juste une seconde, une fraction de seconde. Un visage qui n'était pas le tien te regardant depuis le cristal. J'ai dit à Thomas que nous devions être prudents, que nous ne devrions pas être seuls près des grands miroirs, que si nous voyions quelque chose d'étrange, nous ne devrions pas le regarder fixement. Pourquoi pas? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Je ressens juste que c'est ce qu'il faut faire. Mais je n'ai pas suivi mon propre conseil. C'était une nuit de vendredi, 3 semaines après notre déménagement. Ma mère était sortie dîner avec de nouvelles amies du village. Thomas et moi étions seuls. Il s'était endormi tôt après avoir regardé un film. J'étais dans le salon, lisant un livre, essayant d'ignorer les miroirs qui m'entouraient. Alors j'ai entendu le piano. La maison avait un vieux piano dans ce que ma mère appelait la salle de musique. Une petite pièce au premier étage que nous n'avions pas encore entièrement meublée. Le piano était venu avec la maison, désaccordé et couvert de poussière. Les notes étaient simples,
répétitive, comme si quelqu'un appuyait sur les mêmes touches encore et encore. Pling, pling, pling. Je me suis levé et j'ai marché vers la salle de musique. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement et j'ai regardé à l'intérieur. Personne ne jouait du piano. Les touches bougeaient toutes seules, s'enfonçant et se relevant, produisant ces notes monotones. Pling, pling, pling. J'aurais dû partir. J'aurais dû courir, prendre Thomas et quitter la maison. Mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus, m'a fait entrer. Il y avait aussi un miroir dans cette pièce. Un miroir en pied dans le coin. En marchant vers le piano, mon reflet bougeait avec moi. Normal, correct. Les touches ont cessé de bouger brusquement. Le silence était assourdissant. Et alors, dans le miroir, j'ai vu quelque chose qui a arrêté mon monde. Il y avait quelqu'un debout derrière moi dans le reflet. Une fille, comme Thomas l'avait décrite. Cheveux longs et noirs. Robe blanche, sale et déchirée. Elle était juste derrière moi, si proche que je pouvais toucher son épaule. Je me suis tourné violemment. Il n'y avait personne derrière moi. J'ai regardé à nouveau dans le miroir. La fille était toujours là, dans le reflet. Maintenant, elle souriait. C'était un sourire horrible, trop large, trop étendu pour son visage. Et alors, elle a parlé, pas à voix haute. Ses lèvres bougeaient dans le reflet et sa voix résonnait dans ma tête. Je veux jouer. Je reculais, trébuchant sur mes propres pieds. Je tombais au sol. Le miroir était maintenant à quelques mètres, mais je pouvais voir clairement la scène reflétée. La petite fille était agenouillée à côté de moi dans le reflet, approchant son visage du mien. « Pourquoi ne joues-tu pas avec moi ? Je suis toute seule depuis si longtemps. Sors d'ici !» criai-je, ma voix se brisant. Tout le monde est parti. Ceux d'avant sont partis. Mais vous êtes restés. Finalement, quelqu'un est resté. Je me suis traîné en arrière, vers la porte. La fille dans le miroir me suivait, bougeant par à-coups, de manière peu naturelle, comme une marionnette. « Ne pars pas. Si tu pars, je vais me fâcher. Tu n'aimeras pas quand je serai en colère. » Je suis arrivé à la porte. Je me suis levé et j'ai couru. J'ai couru vers les escaliers. J'ai monté 2 à 2. Je suis entré dans la chambre de Thomas et j'ai verrouillé la porte. Thomas s'est réveillé en sursaut. « Caro, qu'est-ce qui se passe ? Nous devons quitter cette maison, » dis-je en haletant. « Il y a quelque chose de mauvais ici. Quelque chose de très mauvais. » Thomas s'est levé du lit, effrayé par mon ton. « Qu'as-tu vu ? » ?»« Une fille, dans le miroir. Elle m'a parlé. »« Thomas, ce n'était pas mon imagination, c'était réel. »« Je te crois, dit-il rapidement. Je te crois parce que je l'ai aussi vue plusieurs fois. Pas seulement cette fois. Je la vois presque toutes les nuits dans le miroir de ma chambre. Parfois, elle me regarde simplement. D'autres fois, elle bouge les lèvres comme si elle parlait. Mais je n'entends rien. Nous sommes restés là, dans sa chambre, en attendant que ma mère revienne. Mais les heures passaient et elle n'arrivait pas. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Vers 2 heures du matin, nous avons entendu un coup, puis un autre, et encore un autre. Il venait du couloir. On aurait dit que quelqu'un frappait aux portes une par une en s'approchant. Bang, bang, bang. Chaque coup plus proche, plus fort. « Il vient par ici », chuchota Thomas, les yeux très ouverts. Bang, bang, bang. La porte de la chambre voisine. Bang, bang, bang. Notre porte. Et puis le silence. Nous avons attendu. 30 secondes. 1 minute. 2 minutes. Rien. Et puis nous avons entendu sa voix. Pas dans nos têtes cette fois. C'était une voix réelle, venant de l'autre côté de la porte. La voix d'une petite fille, chantant. Les bons enfants jouaient avec moi. Les mauvais enfants doivent partir. 1, 2, 3. Qui veut se cacher ? 4, 5, 6. Je vais vous trouver. La chanson continua, encore et encore, pendant ce qui sembla des heures. Thomas et moi nous sommes embrassés, tremblants, pleurant en silence. Finalement, nous avons entendu la voiture de ma mère entrer dans le garage. La porte principale s'ouvrant. Ses pas dans les escaliers. La chanson s'est arrêtée immédiatement. Ma mère a frappé à notre porte. « Enfant, pourquoi êtes-vous ensemble ? Quelque chose ne va pas ?» J'ai ouvert la porte et je me suis jeté dans ses bras. « Maman,
Nous devons quitter cette maison. S'il te plaît, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous lui avons raconté tout, chaque détail. Au début, elle pensait que nous avions fait des cauchemars partagés, mais quand elle a vu à quel point nous étions terrifiés, à quel point nous étions sérieux, son expression a changé. Je vais enquêter sur cette maison demain, a-t-elle finalement dit. Mais pour cette nuit, nous dormirons tous ensemble dans ma chambre, d'accord? Nous avons hoché la tête. Le lendemain matin, ma mère est allée aux archives municipales et au journal local pour enquêter sur l'histoire de notre maison. Ce qu'elle a trouvé était troublant. La maison avait été construite en 1920 par une famille riche. En 1952, un couple y vivait avec leur fille unique, une petite fille de 7 ans appelée Lucia. La mère était une femme obsédée par la beauté et l'apparence. Elle a rempli la maison de miroirs pour, selon elle, multiplier la beauté. Mais Lucia est née avec une déformation faciale, une malformation de sa bouche qui lui donnait une apparence perturbante. Sa mère, honteuse, la maintenait enfermée dans la maison. Elle n'allait pas à l'école, elle n'avait pas d'amis. Il n'y avait qu'elle et les miroirs. Les voisins de l'époque rapportaient qu'ils entendaient parfois la petite fille pleurer, supplier qu'on la laisse sortir. Mais sa mère insistait que tout allait bien. Une nuit de 1959, il y eut un incendie dans la cave. Lorsque les pompiers arrivèrent, ils trouvèrent les parents sains et saufs à l'extérieur. Mais Lucia était toujours à l'intérieur, piégée dans sa chambre au 2e étage. Sa mère avait fermé la porte à clé de l'extérieur. Lucia est morte dans cet incendie. Elle n'avait que 14 ans. Les parents ont été enquêtés mais jamais formellement accusés. Ils ont quitté le village et la maison est restée abandonnée pendant des années. Depuis, elle a eu plusieurs propriétaires, mais aucun ne restait plus de quelques mois. Tous rapportaient des choses étranges, des bruits, des apparitions, des voix. Mais les agents immobiliers minimisaient toujours ces rapports, désespérés de vendre la propriété maudite. Quand ma mère nous a raconté cela, j'ai su que nous ne pouvions pas rester. Et à mon soulagement, elle a été d'accord. Nous allons perdre de l'argent, dit-il. Mais cela n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de vivre dans la peur chez soi. Cette même semaine, nous avons mis la maison en vente. En attendant, nous sommes allés vivre chez ma grand-mère à Guadalajara. Nous sommes retournés à la maison une seule fois de plus pour récupérer le reste de nos affaires. C'était pendant la journée, avec les lumières allumées et tous les miroirs couverts de draps. Mais pendant que je faisais mes valises dans ma vieille chambre, celle avec le grand miroir que nous n'avons pas pu enlever, j'ai ressenti une présence. Lentement, j'ai levé les yeux vers le drap qui couvrait le miroir. Le drap bougeait, comme s'il y avait une brise, mais il n'y avait pas de fenêtres ouvertes. Et alors j'ai vu une petite protubérance, comme si quelqu'un appuyait de l'autre côté, depuis l'intérieur du miroir. Je suis sorti de cette chambre et je n'y suis jamais retourné. Finalement, après 6 mois, quelqu'un a acheté la maison. Un jeune couple sans enfants. Ma mère a essayé de les avertir, mais ils pensaient que ce n'était que des superstitions. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne veux pas le savoir. Il s'est passé 23 ans depuis lors. Maintenant, je vis à Monterrey. J'ai ma propre famille, une vie normale. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais pu surmonter. Ma relation avec les miroirs. Je n'en ai aucun chez moi. Pas un seul. Mon mari pense que c'est une excentricité. Mes enfants se plaignent parfois. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas avoir de miroir autour de moi. Parce que parfois, quand je passe devant une fenêtre la nuit et que je vois mon reflet, ou quand j'entre dans une salle de bain publique avec de grands miroirs, je vois quelque chose du coin de l'œil. Une petite fille aux cheveux sombres et vêtue de blanc, debout juste derrière moi, souriant. Et même si je sais que lorsque je me tournerai, il n'y aura personne là, cette image me hante. Elle me hantera toujours, parce que Lucia ne voulait pas que nous partions. Et je pense qu'une partie d'elle ne m'a jamais laissé partir. C'était l'expérience que Carolina a vécue il y a plus de 2 décennies. Elle m'a dit que l'écrire a été cathartique, que peut-être la partager aiderait d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de similaire à se sentir moins seules. Si toi aussi tu as une histoire sur des maisons hantées, des miroirs, ou toute expérience paranormale qui t'a marqué, laisse-la moi dans les commentaires. Chaque histoire mérite d'être écoutée et respectée. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Repose-toi bien et on se retrouve pour la prochaine histoire.
Cette histoire m'a été racontée par une auditrice nommée Sofia, qui vit à Santiago du Chili. Ce qu'elle m'a raconté sur son voisin de l'appartement d'à côté est quelque chose de si courant au début que n'importe qui pourrait le vivre. Et c'est précisément pour cela que c'est si perturbant. Si vous avez déjà entendu des choses étranges à travers les murs de votre appartement, des bruits qui n'ont aucun sens, des voix qui ne devraient pas être là, j'aimerais beaucoup que vous partagiez cela dans les commentaires. Parfois, ce qui est le plus effrayant, c'est ce qui se passe juste de l'autre côté d'un mur aussi fin que du papier. Voici maintenant l'histoire de Sofia et des 6 mois qu'elle a passé à vivre à côté de quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Je m'appelle Sofia, j'ai 28 ans, et il y a 8 mois, j'ai déménagé de mon appartement à Santiago. J'ai perdu la caution, perdu de l'argent dans un déménagement précipité, et maintenant je paye presque le double de loyer pour un endroit plus petit. Mais cela ne me dérange pas, parce que je ne pouvais pas rester un jour de plus dans cet endroit. Je ne pouvais pas continuer à vivre à côté de lui. J'ai trouvé l'appartement en mars 2023. Il était parfait pour mon budget. Un environnement dans le quartier de Ñuñoa, au 2e étage d'un vieux bâtiment mais bien entretenu. Il avait une bonne lumière naturelle, était proche du métro et le bâtiment était calme. Principalement des personnes âgées et quelques jeunes couples sans enfants. L'appartement voisin était vide lorsque j'ai emménagé. Le concierge, Don Guillermo, m'a dit que le locataire précédent était parti il y a environ 1 mois. « Tu sais pourquoi il est parti ?» ai-je demandé, plus par curiosité que par inquiétude. Don Guillermo haussa les épaules. Il n'a pas donné de raison. Il a simplement dit qu'il devait partir d'urgence. Il a payé la pénalité pour rupture de contrat et est parti en 2 jours. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Les gens déménagent tout le temps pour le travail, des problèmes personnels, peu importe. Le département voisin est resté vide pendant mes 3 premières semaines. C'était agréable, silencieux. Je pouvais travailler à la maison sans distraction. Je suis graphiste indépendante et bien dormir la nuit. Mais alors, à la fin mars, quelqu'un a emménagé dans l'appartement adjacent. Je l'ai su parce que j'ai entendu le bruit de meubles being tirés, des voix de déménageurs, le genre de bruit d'un déménagement. C'était un samedi après-midi. J'ai décidé d'être gentil et d'aller me présenter une fois qu'ils auraient fini. J'ai frappé à la porte vers 18 h. Personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau. Rien. Je pouvais entendre une télévision ou une radio allumée à l'intérieur, donc je savais qu'il y avait quelqu'un. Peut-être était-il fatigué du déménagement et ne voulait pas répondre. Je l'ai compris. Cette nuit-là, vers 11 h, j'ai entendu de la musique. Pas fort, mais suffisamment clair pour traverser le mur que nous partagions. C'était de la musique ancienne, des années 50 ou 60. Des chansons en espagnol qui ressemblaient à des boleros. Bon, j'ai pensé, mon voisin a des goûts musicaux rétro. Ce n'est pas un problème. Ce n'était pas si fort que ça pour déranger. Mais la musique a continué. 11h30, minuit, minuit 30, 1 h du matin. À 2 h du matin, j'ai finalement frappé le mur. Hé, il est très tard. Baisse la musique. La musique s'est arrêtée immédiatement. Merci, murmurai-je, et je me suis rendormi. La nuit suivante, dimanche, la musique a recommencé. Même heure, 11 h du soir, les mêmes chansons anciennes. Et cela a continué jusqu'à 2 h du matin, quand j'ai de nouveau frappé le mur. Cela est devenu un schéma. Chaque nuit, de 11 h du soir à 2 h du matin, toujours la même musique. Elle s'arrêtait toujours quand je frappais le mur. Après 1 semaine de cela, j'ai décidé d'affronter mon voisin directement. J'ai frappé à sa porte un mardi après-midi. Cette fois, quelqu'un a répondu. La porte s'est à peine entr'ouverte. J'ai pu voir une partie d'un visage. Un homme, peut-être dans la quarantaine, avec une barbe négligée et des yeux fatigués. Oui, sa voix était rauque, comme s'il venait de se réveiller. « Bonjour, je suis Sofia, j'habite dans l'appartement voisin. Je voulais simplement me présenter et aussi, enfin, la musique le soir est un peu forte. Pourriez-vous baisser le volume après 11 h ?» Il m'a regardé fixement pendant quelques secondes sans cligner des yeux. « Je ne mets pas de musique », a-t-il finalement dit. « Quoi ? Si, tu mets de la musique. Toutes les nuits, chansons anciennes, boleros. Je ne mets pas de musique. Je ne mets jamais de musique. Mais je l'entends clairement à travers le mur. Ce n'est pas moi, dit-il, et il ferma la porte au visage. Je suis resté là, confuse et énervé. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi évident ? Ce soir-là, à 11 h précises,
La musique recommença. Cette fois, j'ai prêté plus attention. Elle venait définitivement du département d'à côté. Je pouvais l'entendre plus fort quand je mettais mon oreille contre le mur partagé. Mais il y avait autre chose. Entre les chansons, je pouvais entendre des voix. Comme si des gens discutaient. Une voix masculine et une voix féminine, parlant à voix basse, riant occasionnellement. Mon voisin avait-il des visites? C'est pourquoi il a nié maître de la musique. Était-il gêné d'avoir des fêtes nocturnes? À 2 heures du matin, j'ai frappé le mur plus fort que d'habitude. La musique s'est arrêtée. Mais les voix ont continué. Maintenant, elles semblaient différentes. Elles ne discutaient plus. Elles ressemblaient à une dispute. La voix féminine s'élevait, agacée. La masculine répondait sur un ton dur. Et alors, j'ai entendu quelque chose qui a fait hérisser ma peau. Un cri aigu féminin coupé brusquement. Puis, silence total. Je me suis levé du lit, le cœur battant rapidement. Est-ce que je viens d'entendre ce que je pensais avoir entendu? Devrais-je appeler la police? J'ai attendu, l'oreille collée au mur. Rien. Silence complet. Peut-être regardait-il un film. Peut-être que c'était quelque chose à la télévision. Cela avait du sens. Mais je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. Le lendemain matin, mercredi, je suis sorti tôt pour travailler dans un café. J'avais besoin de quitter l'appartement. Quand je suis rentré l'après-midi, j'ai croisé Don Guillermo dans le hall. Don Guillermo, connaissez-vous le nouveau locataire de l'appartement à côté du mien? Celui du 2B? Oui, bien sûr. Monsieur Munoz. Pourquoi? Il vit seul? Oui, autant que je sache. Y a-t-il un problème? C'est que j'entends des voix la nuit, comme si j'avais des visites, et de la musique forte. Don Guillermo fronça les sourcils. C'est étrange. Je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un. En fait, je le vois presque jamais sortir. Il sort très tôt le matin, vers 6 heures, et revient tard le soir. Il est très réservé. Et avant lui, le locataire précédent, était-il aussi bruyant? Don Guillermo hésita. Écoutez, je n'aime pas parler des locataires, mais celui qui vivait avant Monsieur Munoz se plaignait aussi de bruit, mais des bruits venant de l'appartement quand il était vide. Il disait entendre des choses à travers le mur. Quel genre de choses? De la musique, des voix, des pas. Mais quand je rentrais vérifier l'appartement vide, il n'y avait jamais rien. Je pensais que j'imaginais des choses, ou que les sons venaient d'ailleurs et qu'ils se trompaient. Un frisson me parcourut. Combien de locataires ont vécu dans mon appartement ces dernières années? Dans ton appartement, le 2A, tu as été la 5e locataire en 3 ans. 5e, pourquoi les autres sont-ils partis? Différentes raisons. Mais, maintenant que tu le mentionnes, plusieurs se sont plaints de bruit gênant. Du département voisin. Et le 2B, combien de locataires a-t-il eu? Don Guillermo se gratta la tête. Monsieur Munoz est le 3e en 6 mois. Avant lui, il y avait un jeune couple qui est resté 2 mois. Et avant, un étudiant qui est parti après 3 semaines. Quelque chose n'allait pas. Il y avait un motif ici. Ce soir-là, j'ai décidé d'enregistrer. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer du son toute la nuit. Je l'ai laissé sur la table de nuit près au mur partagé. À 11 heures précises, la musique a commencé ponctuellement. L'enregistrement l'a capté clairement. Ancienne chanson en espagnol. Boleros, comme je l'avais pensé. Et les voix. L'enregistrement les a aussi captées. Une conversation entre un homme et une femme. Mais je ne pouvais pas distinguer les mots, seulement le ton. Amical au début, puis plus tendu. Ensuite argumentatif. Et à 2h17 du matin, le cri, parfaitement capté dans l'enregistrement. Un cri féminin d'une peur absolue, suivi d'un coup sourd. Et puis le silence. Le lendemain matin, j'ai pris l'enregistrement et je suis allé directement à la police. Le policier qui m'a reçu a écouté l'enregistrement avec une expression sérieuse. Et vous dites que cela vient de l'appartement de votre voisin? Oui, toutes les nuits. La même séquence. Musique, conversation, dispute, cri. Avez-vous vu votre voisin avec une femme? Non. Le concierge dit qu'il vit seul. Mais il y a clairement quelqu'un d'autre là-bas, où il reçoit différentes visites chaque nuit. Le policier a noté l'adresse. Nous allons faire une visite de vérification, juste pour s'assurer que tout va bien. Je suis retourné dans mon appartement avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Finalement,
Quelqu'un allait enquêter. Cet après-midi, 2 policiers sont arrivés à l'immeuble. Je regardais à travers le judas de ma porte pendant qu'ils frappaient au 2B. Mon voisin, M. Munoz, a ouvert la porte. Les policiers ont parlé avec lui. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais j'ai vu qu'ils le laissaient entrer dans l'appartement. Ils sont restés à l'intérieur environ 15 minutes. Lorsqu'ils sont sortis, ils sont passés devant ma porte. J'ai frappé et suis sorti pour leur parler. Et alors, avez-vous trouvé quelque chose ? L'un des policiers a secoué la tête. Monsieur Munoz vit seul. Il n'y a personne d'autre dans l'appartement. Il n'y a pas de signe de violence ou de problème. Il dit qu'il ne met pas de musique le soir parce qu'il se couche tôt à cause de son travail. Mais j'ai l'enregistrement. Nous l'écoutons. Mais le département est vide à l'exception de lui. Et il nie être la source du bruit. Alors, d'où vient-il ? L'autre policier haussa les épaules. Cela pourrait venir d'un autre département. Le son voyage de manière étrange dans les vieux bâtiments. Il pourrait sembler venir de côté, alors qu'en réalité, il vient d'en haut, d'en bas, ou de l'autre extrémité du bâtiment. Mais c'est tant évident. Ça vient juste de l'autre côté de ce mur. Mademoiselle, nous avons enquêté et n'avons trouvé aucune preuve d'un crime ou d'un trouble. Si le bruit continue, vous pouvez déposer une plainte officielle auprès de la gestion de l'immeuble. Mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Ils sont partis. Je suis resté frustré et confuse. Cette nuit-là, j'ai mis mon oreille directement contre le mur à exactement 11 heures. La musique a commencé. Mais cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. Je suis sorti de mon appartement et je suis allé dans le couloir. J'ai mis mon oreille contre la porte du 2B. Je n'entendais rien. Aucune musique, aucune voix. Silence complet. Mais quand je suis retourné dans mon appartement et que j'ai mis l'oreille contre le mur partagé, là était, clair comme de l'eau, la musique, les voix. Comment était-ce possible ? J'ai décidé de faire une expérience. J'ai configuré mon téléphone pour enregistrer dans mon appartement et j'ai emprunté le téléphone d'une amie pour enregistrer simultanément dans le couloir, devant le 2B. À 11 heures du soir, les 2 téléphones enregistraient. Le lendemain matin, j'ai vérifié les 2 enregistrements. L'enregistrement de mon appartement a tout capté. Musique, voix, le cri à 2h17 du matin. L'enregistrement du couloir n'a rien capté, juste du silence. Des bruits occasionnels de tuyaux, rien d'autre. Les sons n'existaient qu'à l'intérieur de mon appartement. Ils ne pouvaient être entendus que de mon côté du mur. Cela n'avait aucun sens physique. J'ai commencé à enquêter sur l'histoire de l'immeuble. Il a été construit en 1962. Il a eu plusieurs propriétaires au fil des décennies. La plupart des registres étaient difficiles à obtenir. Mais j'ai trouvé quelque chose dans les archives de journaux de la Bibliothèque nationale. En 1968, il y a eu un meurtre dans cet immeuble. Une jeune femme de 24 ans, nommée Alicia Ramirez, a été assassinée par son petit ami dans l'un des appartements. Il l'avait étranglée lors d'une dispute. Il l'a tuée vers 2 heures du matin. Les voisins ont entendu des cris mais ont pensé que ce n'était qu'une dispute de couple et n'ont pas intervenu. Le petit ami a été arrêté, condamné et était mort en prison des années plus tard. L'article ne précisait pas exactement quel appartement. Il disait seulement « 2e étage, unité B, 2B », l'appartement de M. Munoz. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Était-ce possible ? Écoutais-je un écho du passé ? Une résonance résiduelle de cette nuit horrible de 1968. Mais cela n'expliquait pas pourquoi je l'entendais seul. Pourquoi seulement depuis mon appartement ? Pourquoi M. Munoz, qui vivait exactement à l'endroit où cela s'était passé, n'entendait rien ? Cette nuit-là, j'ai décidé de faire quelque chose de stupide. À 2h15 du matin, alors que je savais que la scène allait atteindre son apogée, je suis sorti de mon appartement et j'ai frappé fort à la porte du 2B. J'ai entendu des pas précipités à l'intérieur. La porte s'est ouverte. Monsieur Munoz était en pyjama, les yeux somnolents et confus. Que se passe-t-il ? Pourquoi frappez-vous à cette heure ? Vous ne l'entendez pas, ai-je dit presque en criant. La musique, les voix, ils sont en train de se disputer en ce moment même. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix. Juste vous, criant à ma porte à 2 heures du matin. Laissez-moi entrer, laissez-moi passer et je vous le prouverai. Absolument pas, allez-vous-en ou j'appelle la police. Et il ferma la porte. Je mis mon oreille contre sa porte. Silence, total. Je retournai dans mon appartement. Je mis l'oreille contre le mur. Les voix étaient là. Criez maintenant.
se disputaient violemment. Et puis, le cri, le coup, le silence. Mais seul moi pouvais l'entendre. Les jours suivants furent un enfer. Je ne pouvais pas dormir. Le manque de sommeil m'affectait. Je faisais des erreurs dans mon travail. Je me voyais amaigri. Et puis, une nuit, quelque chose changea. C'était un vendredi, 11 heures du soir. La musique commença comme d'habitude. Mais cette fois, après quelques minutes, j'entendis quelque chose de nouveau. La voix féminine, très claire, disant mon nom. Sophia. Je restais figé. Sophia, peux-tu m'entendre? Cela ne s'était jamais produit auparavant. C'était toujours la même conversation, la même dispute, la même séquence. Il ne m'avait jamais parlé directement. Alicia, chuchotai-je. Es-tu Alicia Ramirez? Tu sais enfin mon nom. J'ai essayé de te joindre. Tu es la première à vraiment écouter. Que veux-tu? J'ai besoin que tu connaisses la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qui continue de se passer. Quelle vérité? Il ne s'est pas allé. Après m'avoir tué, après être allé en prison, après être mort, il ne s'est pas allé. Il est toujours là, dans cet appartement. Et chaque fois qu'une nouvelle personne emménage à côté, je l'entends. J'entends comment il planifie, comment il attend, comment il prépare. Prépare quoi? Pour le refaire. Il ne s'est jamais repenti. Il a seulement regretté qu'on l'ait attrapé. Et maintenant qu'il est mort, qu'il ne peut plus être capturé, il veut le refaire. Et encore. Et encore. Monsieur Munoz. C'est juste le récipient le plus récent. Il ne le sait pas encore. Mais chaque nuit, pendant qu'il dort, il entre, il s'installe, peu à peu. Et un jour, Monsieur Munoz se réveillera et ne sera plus Monsieur Munoz. Il sera lui, Roberto, mon assassin, et il cherchera quelqu'un de nouveau. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu es la suivante. Je t'ai vu. Comment il te regarde quand tu sors? Comment il trouve des excuses pour rester dans le couloir quand tu es là? Il t'a déjà choisi. Il attend juste le bon moment. Mon sang s'est glacé. Je me suis rappelé les rares fois où j'avais croisé Monsieur Munoz dans le couloir. Comment ses yeux me suivaient une seconde de plus que la normale. Comment parfois, je le sentais regarder par sa lucarne quand je sortais. Tu dois partir. Maintenant. Ce soir. N'attends pas. Une fois que je serai complètement installé, il sera trop tard. Et personne ne te croira. Comme personne ne m'a cru quand je demandais de l'aide avant qu'il ne me tue. Comment puis-je t'aider? Comment puis-je te libérer? Tu ne peux pas. Je suis piégé ici, condamné à revivre ma mort chaque nuit. Mais toi, tu peux te sauver. Pars maintenant. La voix s'est dissipée. La musique a continué quelques minutes de plus, puis s'est arrêtée. Je n'ai pas attendu jusqu'au matin. J'ai fait mes valises avec l'essentiel cette même nuit. À 4 heures du matin, je suis sorti de l'appartement silencieusement. En fermant ma porte à clé, j'ai entendu quelque chose qui a confirmé chaque mot d'Alicia. La puerta del 2B se abrió lentamente. El señor Muñoz, o lo que fuera que ahora habitaba en él, estaba parado en su umbral. Pero no era el mismo hombre, algo en su postura, en sus ojos. Era diferente. ¿A dónde vas, Sofía? Su voz era diferente también, más profunda, más fría. No respondí. Solo corrí hacia las escaleras. Me quedé en un hotel esa noche. A la mañana siguiente, llamé al dueño del departamento y le dije que me iba inmediatamente, que podía quedarse con el depósito y el mes pagado. No me importaba. Solo necesitaba salir del contrato. Recogí mis cosas con la ayuda de 2 amigos durante el día, cuando sabía que el señor Muñoz estaba en el trabajo. Don Guillermo me ayudó, confundido pero comprensivo. No volví nunca más. 2 mois plus tard, j'ai appris par Don Guillermo, à qui j'avais donné mon numéro, que Monsieur Munoz avait été arrêté. Une jeune femme de l'immeuble l'avait dénoncé pour harcèlement. Ils avaient retrouvé des photos d'elle dans son appartement, des photos prises à son insu. L'enquête a révélé qu'il avait des antécédents, des accusations précédentes de harcèlement. Rien qui ait conduit à une condamnation, mais un schéma clair. La femme a eu de la chance. Elle l'a dénoncé à temps. Don Guillermo m'a aussi dit que mon ancien appartement, le 2A, était toujours vide. Personne n'y était resté plus de 2 semaines depuis mon départ. Tout le monde se plaignait de la même chose, bruit, voix, musique la nuit. Et tous étaient éventuellement harcelés par le locataire du 2B.
car Roberto est toujours là, cherchant, attendant, utilisant toute âme assez malchanceuse pour emménager au 2B comme son véhicule. Et Alicia est toujours piégée, condamnée à revivre son meurtre chaque nuit, essayant désespérément d'avertir les nouvelles locataires avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, ça fonctionne. Parfois, comme moi, elles écoutent à temps. D'autres fois, je préfère ne pas penser aux autres fois. C'était tout ce que Sofia voulait partager. Elle m'a dit qu'elle vit maintenant dans un immeuble neuf, plus moderne, où elle vérifie soigneusement tous ses voisins avant de signer un contrat. Si tu as déjà vécu dans un endroit où tu as senti que quelque chose essayait de t'avertir, où les sons que tu entendais étaient des messages désespérés, laisse un commentaire. Parfois, les victimes du passé essaient de protéger celles du futur, et parfois, écouter ces avertissements peut te sauver la vie. Prends soin de toi, vérifie toujours tes voisins, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Un de mes abonnés, de la chaîne, m'a partagé cette expérience il y a quelques jours, et depuis que je l'ai lu, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. Elle, a préféré rester anonyme, et je le respecte complètement. Si après avoir entendu cela, tu ressens que tu as vécu quelque chose de similaire, ou si tu connais un endroit qui ne devrait tout simplement pas exister, j'aimerais que tu le partages dans les commentaires. Parfois, les histoires les plus perturbantes sont celles qui n'apparaissent jamais sur aucune carte. Voici ce qui lui est arrivé elle, a décidé de prendre un raccourci sur une route qui n'était pas là où elle aurait dû être. Je suis conducteur de camion depuis 15 ans. J'ai parcouru pratiquement toute l'Amérique latine en transportant des marchandises, et je pensais connaître chaque route, chaque raccourci, chaque village perdu entre les montagnes. Je pensais qu'il n'y avait plus de surprises pour moi sur les routes. Je me suis trompé. Tout a commencé un jeudi d'octobre. Je devais livrer une cargaison d'électroménager dans une ville à 8 heures de route. Je suis parti tôt, vers 5 heures du matin, lorsque le ciel était encore sombre et les rues vides. Mon camion, un vieux Volvo qui m'avait accompagné pendant des années, ronronnait de manière fiable en laissant derrière lui les lumières de la ville. Les premières heures se sont déroulées sans incident. Musique à la radio, café dans la thermos, le paysage changeant progressivement d'urbain à rural. À 10 heures du matin, j'étais déjà sur une route de montagne, ces routes sinueuses où il faut réduire la vitesse à chaque virage et où le GPS perd parfois le signal pendant plusieurs minutes. C'est dans l'une de ces zones sans signal que j'ai vu la déviation. Il n'était pas marqué sur mon GPS. Il n'apparaissait sur aucune de mes cartes. Mais il était là. Un chemin asphalté qui se ramifiait de la route principale, s'enfonçant entre les arbres. Ce qui était curieux, c'était que l'asphalte semblait neuf, impeccable, sans nid de poule, sans fissures, sans les marques d'usure que l'on attend sur les routes secondaires de montagne. Il y avait un panneau, en vieux bois, avec des lettres peintes à la main qui disaient « Aller-retour, 45 km de moins ». 45 km de moins signifiait économiser presque 1 heure, et j'avais un léger retard à cause d'une étape technique précédente. Sans trop réfléchir, je tournai le volant et pris la déviation. Les premières minutes furent agréables. La route était même meilleure que la route principale. Lisse, bien entretenue, avec des lignes jaunes parfaitement peintes au centre. Les arbres de chaque côté formaient un tunnel vert qui bloquait le soleil, créant une pénombre fraîche et tranquille. Mais quelque chose me dérangeait. Je ne pouvais pas identifier exactement quoi. Peut-être le silence. Même avec les fenêtres fermées et le moteur du camion rugissant, je pouvais sentir qu'il n'y avait pas de bruit dehors. Aucun oiseau, aucun insecte, aucun son de vent entre les feuilles. Je continuais à conduire. 5 km, 10, 15. La forêt ne changeait pas. Elle était exactement la même à chaque étape. Les mêmes grands arbres droits, la même lumière verdâtre filtrée, la même absence totale de vie sauvage. Je n'ai même pas vu un lapin traverser la route, ce qui était étrange car sur les routes de montagne, il y a toujours des animaux. À 20 km, j'ai vu le premier bâtiment. C'était une maison, petite, en bois, avec un toit en tuiles rouges. Elle était au bord de la route, avec un jardin avant qui semblait parfaitement entretenu. Des fleurs aux couleurs vives poussaient en lignes ordonnées. Un balancier pendait d'un arbre dans la cour, mais il n'y avait personne. J'ai ralenti en observant. Les fenêtres de la maison étaient fermées mais propres.
La porte principale, peinte en bleu clair, semblait fraîchement vernissée. Il n'y avait pas de voiture dans le garage ni de linge étendu dans la cour. Aucun signe de vie, mais pas non plus d'abandon. J'ai continué. À 500 mètres plus loin, une autre maison est apparue, semblable à la première. Bien entretenue, vide, avec un jardin impeccable et un vélo d'enfant appuyé contre le mur, comme si quelqu'un venait de le laisser là. Et puis une autre maison, et encore une autre. Je commençais à sentir une boule au ventre. À 25 kilomètres du détour, la forêt s'est ouverte et un village entier est apparu devant moi. Il n'était pas grand. Peut-être 50 ou 60 maisons réparties de chaque côté de la route. Il y avait une place centrale avec une fontaine, une petite église avec un clocher blanc, une épicerie, une école, un parc pour enfants avec des balançoires qui se balançaient doucement, même s'il n'y avait pas de vent. Tout était absolument impeccable et absolument vide. Je m'ai arrêté le camion au milieu de la rue principale. J'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi était si dense que je pouvais le sentir appuyant contre mes oreilles. Je suis resté assis dans la cabine, les mains encore sur le volant, essayant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas un village fantôme. Les villages fantômes sont délabrés, avec des fenêtres cassées et des mauvaises herbes poussant entre les fissures du trottoir. Cet endroit semblait habité, mais il n'y avait pas une seule personne. Aucune voiture garée, aucune lumière allumée dans aucune maison, aucun son de télévision ou de radio. Rien. J'ai regardé mon téléphone. Pas de signal, comme je m'y attendais. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. 11h34. Quelque chose dans mon instinct me criait de démarrer le camion et de partir immédiatement. Mais une autre partie de moi, la partie curieuse, avait besoin de comprendre ce qu'était cet endroit. J'ai ouvert la porte de la cabine et je suis descendu. L'air dehors était calme, ni froid ni chaud, neutre, comme si la température n'existait pas. Mes bottes frappèrent le pavé avec un son qui résonna plus fort que d'habitude dans ce silence absolu. Je marchais vers la place centrale. Chaque pas résonnait. Je pouvais entendre ma propre respiration, le frottement de mes vêtements, le craquement des semelles de mes bottes. Mais rien d'autre. La fontaine au centre de la place avait de l'eau cristalline. Elle coulait, se déplaçait en cercle parfait. Je m'approchai et touchai l'eau de la main. Elle était glacée, réelle. Elle mouilla ma peau et je sentis le froid monter le long de mon bras. Je regardai autour de la place. Les bancs étaient propres, sans feuilles ni saleté. Les arbres plantés dans des jardinières en béton étaient parfaitement taillés. La pelouse du parc central était d'un vert vif et court, comme si quelqu'un l'avait coupée ce matin même. Mais il n'y avait personne. Je me suis dirigé vers l'épicerie. La porte était fermée, mais pas à clé. Je l'ai poussée doucement et elle s'est ouverte, faisant sonner une petite cloche au-dessus du cadre. À l'intérieur, les étagères étaient entièrement approvisionnées. Des boîtes de nourriture, des paquets de biscuits, des bouteilles de soda. Tout était parfaitement organisé, avec les prix indiqués sur des étiquettes écrites à la main. Il y avait une vieille caisse enregistreuse sur le comptoir, fermée. Un calendrier sur le mur affichait le bon mois, octobre. Mais l'année sur le calendrier datait de 30 ans auparavant. J'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. Je suis sorti rapidement du magasin. La petite cloche a sonné à nouveau, trop fort dans ce silence antinaturel. J'ai décidé de vérifier l'église. Peut-être y trouverais-je des réponses, ou au moins une piste sur ce qui était arrivé aux gens de ce village. La porte de l'église était en bois lourd, sculptée de scènes bibliques. Elle était entr'ouverte. Je l'ai poussée complètement et suis entré. L'intérieur était frais et sentait la cire, bien qu'aucune bougie ne fût allumée. Les bancs en bois étaient alignés en rangées parfaites. L'autel au fond avait un Christ en croix, des fleurs fraîches de chaque côté et un livre ouvert qui semblait être une Bible. Je me suis promené dans le couloir central. Mes pas faisaient écho contre les murs en pierre. Je suis arrivé jusqu'à l'autel et j'ai regardé le livre. Ce n'était pas une Bible, c'était un registre. Un livre de noms, écrits à la main à l'encre noire. Page après page, des noms, des centaines d'entre eux, tous avec la même date à côté, le 17 octobre 1994. Je sentais mon cœur battre plus vite. C'était le 17 octobre, le même jour, mais 30 ans plus tard. Je tournais les pages avec des doigts tremblants. Chaque nom avait une brève annotation à côté. Maria Santos, accepté. José Ramirez, accepté.
Carmen Lopez, accepté. Pedro Martinez, accepté. Page après page. Tous avaient accepté. Accepté quoi? Je continuais à vérifier jusqu'à ce que j'arrive aux dernières entrées. Là, le motif changeait. Ana Ruiz, rejeté. Miguel Torres, rejeté. Isabel Mendoza, rejeté. Seulement 3 noms. 3 personnes qui avaient rejeté ce qui leur avait été offert. Et à côté de ces 3 noms, écrites à l'encre rouge, il y avait 3 mots qui glacèrent mon sang. Restent avec nous. Je fermai le livre d'un coup. Le son résonna dans toute l'église comme un tonnerre. Je devais partir d'ici. Je devais retourner à mon camion et quitter cet endroit immédiatement. Je suis sorti en courant de l'église. Le soleil était toujours caché derrière des nuages bas que je ne me souvenais pas avoir vus auparavant. La lumière était grise, plate, sans ombre définie. Je courus vers l'endroit où j'avais laissé mon camion, dans la rue principale en face de la place. Il n'était pas là. Je me suis arrêté brusquement, haletant, regardant l'espace vide où j'avais stationné il y a à peine 10 minutes. Le camion avait disparu. Il n'y avait aucune trace de pneu, aucun signe qu'il ait été là. La panique a commencé à m'envahir. « Salut !» ai-je crié. Ma voix a rebondi entre les bâtiments vides. Y a-t-il quelqu'un ici? Rien. Juste l'écho de mes propres mots qui s'estompaient dans l'air calme. Je me suis mis à marcher rapidement dans la rue principale, cherchant mon camion, cherchant une explication. Je suis passé devant l'école. Les fenêtres montraient des salles de classe entièrement équipées, des tableaux avec des devoirs écrits, des pupitres ordonnés, des sacs à dos suspendus au dossier des chaises, comme si les élèves avaient disparu en plein cours. Je suis passé devant un restaurant. À travers la fenêtre, je pouvais voir des tables dressées avec des couverts et des assiettes. Des verres remplis d'eau. De la nourriture dans les assiettes, comme si quelqu'un s'apprêtait à manger et s'était simplement évaporé. Cet endroit n'était pas abandonné. Il était figé, suspendu au moment précis où quelque chose s'était produit. J'ai continué à marcher jusqu'à la fin du village. Là, le chemin poursuivait son chemin dans la forêt. Une pancarte en bois peinte à la main disait « Sortie, 20 km ». Je n'avais pas le choix. Mon camion avait disparu. Je ne pouvais pas revenir par où j'étais venu sans véhicule. Je devais continuer et faire confiance que cette route me ramènerait quelque part de réel, quelque part qui existait sur les cartes. J'ai commencé à marcher. La forêt autour du chemin était identique à celle que j'avais traversée dans le camion. Des arbres parfaitement droits, une lumière verdâtre, un silence absolu. Mais maintenant que j'y allais à pied, je pouvais remarquer des détails que je n'avais pas vus depuis la cabine. Les arbres n'avaient pas d'écorce. Ou mieux dit, ce qui semblait être de l'écorce de loin, de près révélait être quelque chose de plus. Une surface lisse, sans texture, comme si c'était des colonnes peintes pour ressembler à des arbres mais sans en être vraiment. Je me suis approché d'un et je l'ai touché. Il était froid, dur, pas comme du bois, comme de la pierre, ou comme quelque chose que je n'avais jamais touché auparavant. J'ai rapidement retiré ma main et j'ai continué à marcher. Après ce que j'ai ressenti comme 1 heure, bien que ma montre indiquait toujours 11h34, j'ai entendu quelque chose. Des pas, derrière moi. Je me suis arrêté. Les pas se sont arrêtés aussi. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne sur le chemin. Juste la ligne droite d'asphalte parfait disparaissant entre les arbres faux. J'ai attendu. J'ai retenu mon souffle. Les pas recommencèrent, plus proches maintenant, définitivement derrière moi. Mais quand je regardais, il n'y avait rien de visible. Je me mis à marcher plus vite. Les pas me suivaient, maintenant le même rythme, comme un écho déformé de mes propres mouvements. Je courus, les pas coururent aussi, plus vite, plus proche. Je pouvais sentir quelque chose s'approcher, même si je ne pouvais pas le voir. Une présence, une intention. Devant, entre les arbres, apparut une silhouette. Elle était humaine, ou du moins elle en avait l'apparence. Elle se tenait au milieu du chemin, complètement immobile, m'observant. Je m'arrêtais, haletant à cause de l'effort de courir. La figura no se movió. Era una mujer. Vestía un vestido simple, de color azul claro. Su cabello largo caía sobre sus hombros. Su rostro no tenía rasgos. No había ojos. No había nariz. No había boca. Solo una superficie lisa donde debería haber un rostro. Retrocedí un paso. La figura inclinó la cabeza hacia un lado. Un gesto curiosamente humano viniendo de algo tan obviamente inhumano. ¿Quién eres?, logré preguntar.
aunque mi voz salió como un susurro ronco. La figura no respondió. No tenía boca con la cual responder. Pero entonces escuché una voz. No venía de ella. Venía de todas partes a la vez. Del aire mismo. Un visitante, dijo la voz. Era femenina pero extraña, como múltiples voces hablando al unísono con un ligero desfase. Hace mucho que no tenemos visitantes. ¿Dónde estoy?, pregunté. ¿Qué es este lugar? Hogar, respondió la voz. Era un hogar para muchos, pero hicieron una elección, y las elecciones tienen consecuencias. La figure sans visage commença à marcher vers moi, lentement. Ses pieds ne faisaient pas de bruit en touchant l'asphalte. Ceux qui ont accepté, poursuivit la voix, sont partis ailleurs, un endroit meilleur, nous ont-ils promis. Un endroit où il n'y aurait jamais de souffrance ni de douleur. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était partir, tout abandonner, le laisser derrière. Je me suis forcé à ne pas reculer davantage, à rester ferme même si chaque instinct dans mon corps me criait de fuir. Et ceux qui n'ont pas accepté ? Demandai-je, en me rappelant les 3 noms dans le livre de l'Église. La figure s'arrêta à quelques mètres de moi. Elle pencha la tête de l'autre côté. Ceux qui n'ont pas accepté, dit la voix, maintenant plus proche, plus intime, comme si elle murmurait directement à mon oreille, sont restés. Mais ils ne pouvaient pas rester seuls. Alors, nous leur avons offert une compagnie. Nous leur avons donné un village entier, parfait, immuable, éternel. Cet endroit, expliqua la voix, est la mémoire. C'est l'écho de ce qui a été. Ceux qui ont rejeté l'offre ne voulaient non pas quitter leur foyer. Ainsi, leur foyer ne les a jamais quittés. Ils restent ici, pris au piège dans le dernier instant avant que le reste ne parte. Et ils restent aussi, veillant, attendant, maintenant tout exactement comme il était. Où sont-ils ? Demandai-je. Où sont ces 3 personnes ? La silhouette sans visage leva un bras et pointa vers l'arrière, vers le village. Ils ne sont jamais partis, dit la voix. Ils sont dans leur maison, à l'église, à l'école, marchant dans les rues qu'ils aimaient, mais ils ne sont plus comme toi. Ils ne sont plus comme ils étaient. Ils font partie du lieu maintenant, inséparables de lui. Je sentis mes jambes trembler. Et moi ? Demandai-je. Qu'est-ce qui va m'arriver ? La silhouette abaissa le bras, inclina la tête en avant, comme si elle m'étudiait alors qu'elle n'avait pas d'yeux pour voir. Tu as pris le détour, dit la voix. Tu as choisi de venir ici. Tous les 30 ans, à cette date précise, le chemin apparaît. C'est une invitation, une opportunité pour quelqu'un de nouveau de découvrir cet endroit. Et quand ils le font, on leur pose une question. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Quelle question ? Chuchai. La silhouette sans visage fit un pas de plus vers moi, et un autre, jusqu'à ce qu'elle soit si proche que je pourrais la toucher. La voix, maintenant directement dans ma tête, demanda « Acceptes-tu de rester ?» Le monde autour de moi changea. Je n'étais plus sur le chemin de la forêt. J'étais de retour au village. Mais le village avait changé. Il y avait maintenant des gens. Des dizaines de personnes marchaient dans les rues, faisaient leurs courses dans les magasins, assises sur les bancs de la place. Des enfants jouaient dans le parc. Tout semblait normal, vivant, réel. Mais quand je regardais de plus près, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas avec toutes ces personnes. Elles bougeaient légèrement désynchronisées, comme des acteurs suivant un script mais oubliant leurs lignes de temps en temps. Leurs visages changeaient subtilement quand on ne les regardait pas directement, révélant pendant une seconde cette même surface lisse et sans traits avant de revenir à la normale. « Tu peux rester », offrit la voix. « Tu peux vivre ici, en paix, en perfection. Tu ne vieillirais jamais, tu ne souffrirais jamais, tu n'aurais jamais à t'inquiéter de rien. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter, c'est-à-dire dire oui. » C'était tentant, terriblement tentant. Une partie de moi, celle fatiguée de conduire pendant des heures, de travailler jusqu'à l'épuisement, de m'inquiéter pour l'argent, les délais et les livraisons, voulait dire oui. Mais alors je me suis souvenu des noms dans le livre, les 3 qui ont refusé. Ils restent avec nous, pas comme des invités, comme des prisonniers. Et si je dis non ? Demandai-je. La voix garda le silence un instant. Le peuple autour de moi se figea. Les gens cessèrent de bouger. Les enfants restèrent suspendus dans l'air au milieu de leur saut. Tout s'arrêta sauf moi et la silhouette sans visage devant moi. « Si tu dis non, répondit enfin la voix, tu dois partir.
Et tu ne pourras jamais revenir. Et tu ne pourras jamais parler de cet endroit. Parce que si tu le fais, si tu essaies de guider d'autres ici, si tu essaies d'exposer ce que nous sommes, alors tu rompras l'accord. Et nous viendrons te chercher. Peu importe où tu es, peu importe combien de temps cela prendra. Finalement, nous viendrons. J'avalis ma salive. Ma gorge était sèche. Quelle est ta réponse ? Demanda la voix. Je regardais autour du village figé. Je regardais les visages sans expression des personnes qui n'étaient pas des personnes. Je regardais la perfection artificielle de chaque bâtiment, chaque arbre, chaque détail méticuleusement maintenu dans un état de conservation impossible. Et je me souvins de mon camion, de ma vie, de mon monde réel, avec toutes ses imperfections et ses difficultés. « Non, dis-je fermement, je n'accepte pas, je veux partir. » Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, le peuple a commencé à disparaître. Pas d'un coup, progressivement, comme une photographie exposée trop longtemps au soleil. Les couleurs sont devenues plus pâles, les bâtiments plus translucides. Les personnes figées sont devenues comme des fantômes avant de disparaître complètement. La silhouette sans visage a été la dernière à partir. Elle est restée là, m'observant avec sa tête inclinée, jusqu'à ce qu'elle aussi se dissolve dans l'air comme de la fumée. Et puis j'étais de retour sur la route, seul, entouré d'arbres réels avec une écorce véritable et des feuilles qui murmuraient avec le vent réel. Devant, je pouvais voir la lumière, la vraie lumière du soleil, la sortie de la forêt. Je courus vers elle. Quand j'ai émergé entre les arbres, j'ai failli pleurer de soulagement. J'étais de retour sur la route principale, la même route de montagne que je parcourais ce matin-là. Et là, garé sur la bande d'arrêt d'urgence à une centaine de mètres, se trouvait mon camion. Je courus vers lui. La porte était déverrouillée. Les clés étaient dans le contact. Tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf qu'il y avait maintenant une fine couche de poussière sur le tableau de bord, comme si le camion était resté là pendant des jours. Je démarrai le moteur. Le Volvo prit vie avec son rugissement familier et réconfortant. Je regardais l'horloge du tableau de bord. 16h37. Plus de 5 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais pris le détour. Mais pour moi, cela avait semblé beaucoup moins, ou peut-être beaucoup plus. Le temps dans cet endroit ne fonctionnait pas normalement. Je conduisis sans m'arrêter jusqu'à ma destination. J'ai livré la cargaison en retard, inventé une excuse sur des problèmes mécaniques et me suis enregistré dans un hôtel bon marché pour passer la nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la silhouette sans visage. J'entendais la voix m'offrant de rester dans ce village parfait et mort. Le lendemain matin, j'ai cherché sur Internet. J'ai enquêté sur des villages disparus dans cette région. J'ai trouvé quelque chose. Il y avait une fois un village. Il s'appelait San Isidro del Valle. En octobre 1994, tous ses habitants ont disparu en une seule nuit. Ils sont simplement partis. Ils ont laissé leurs maisons, leurs biens, tout. Lorsque les autorités sont arrivées quelques jours plus tard, elles ont trouvé le village complètement intact mais vide. Les enquêtes n'ont rien donné. Il n'y avait aucun signe de violence. Il n'y avait aucune preuve d'une évacuation planifiée. Les gens avaient simplement disparu. Avec le temps, l'affaire a été classée sans solution. On a supposé qu'il s'agissait d'un type de suicide collectif ou que tout le monde avait fui pour des raisons inconnues. Mais je connaissais la vérité. Ils avaient accepté une offre, une promesse de quelque chose de mieux. Et ils étaient donc partis vers un endroit que je ne pouvais ni suivre ni imaginer. Tous, sauf 3 personnes. Ana Ruiz, Miguel Torres et Isabel Mendoza. Ceux qui avaient dit non, ceux qui avaient préféré rester chez eux, peu importe le prix. Et maintenant, ce foyer les maintenait prisonniers, piégés dans une écho éternelle du dernier instant, avant que tous les autres ne partent. Cela fait 2 mois depuis. Je suis retourné plusieurs fois sur cette route de montagne pour faire des livraisons dans la région. Chaque fois que je passe là où le détour devrait être, je regarde attentivement. Il n'y a rien. Juste une forêt dense de chaque côté de la route. Pas de chemin secondaire. Pas de panneau promettant un raccourci. Rien qui suggère qu'il y ait jamais eu une entrée à cet endroit. Mais je sais qu'il reviendra. Dans 30 ans, le 17 octobre, la route apparaîtra à nouveau. Et un autre conducteur fatigué cherchant à gagner du temps prendra ce détour. Et on lui posera la même question qu'à moi. Parfois, je me demande ce qui aurait pu arriver si j'avais dit oui. Si je marcherais maintenant dans ces rues parfaites, entourées de simulacres de personnes, vivant dans une perfection artificielle mais sans douleur ni problème.
Parfois, je me demande ce qu'il reste des trois qui sont restés, s'ils sont toujours conscients là-dedans, s'ils savent ce qu'ils sont maintenant, s'ils souffrent dans leur prison de perfection, ou s'ils ont oublié ce qu'était être humain depuis si longtemps que cela n'a plus d'importance. Je n'ai pas de réponse, je n'ai que ceci, la certitude absolue qu'il existe des endroits dans ce monde qui ne devraient pas exister. Des endroits piégés entre ce qu'ils ont été et ce qu'ils auraient pu être. Des endroits qui attendent patiemment que quelqu'un prenne le mauvais chemin. Et quand ils le feront, quand cette déviation apparaîtra devant eux en promettant un raccourci et du temps économisé, j'espère qu'ils se souviendront de quelque chose d'important. Certains raccourcis ne vous mènent pas là où vous voulez aller. Ils vous mènent là où quelque chose d'autre veut que vous soyez. Et une fois que vous y arrivez, en sortir demande plus que simplement dire non. Cela demande d'être prêt à porter la connaissance de cet endroit pour le reste de votre vie. Cela demande de vivre en sachant qu'il existe, qu'il attend, et qu'il reviendra éventuellement. Chaque fois que je conduis de nuit maintenant, je vérifie mes cartes obsessionnellement. Je m'assure de connaître chaque tronçon de chaque itinéraire. Je ne fais pas confiance aux raccourcis. Je ne fais pas confiance aux détours non marqués. Et chaque 17 octobre, peu importe où je suis, je m'assure d'être quelque part en sécurité, entouré de gens, loin de toute route isolée de montagne, parce que je sais que le village est toujours là, quelque part entre le réel et l'impossible, en attente, préservant sa perfection. Et les trois qui ont dit non continuent de marcher dans leur rue vide, purgant leur condamnation à l'éternité dans l'endroit qu'ils aimaient trop pour le laisser partir. Parfois, dans mes cauchemars, je vois la silhouette sans visage debout au bord de la route, me regardant passer, inclinaison de la tête dans ce geste curieusement humain, et j'entends la voix chuchotant dans mon esprit. Tu reviendras. Finalement, tous reviennent. Mais je refuse d'y croire. Je refuse d'accepter que cet endroit ait un quelconque pouvoir sur moi, au-delà de la peur qu'il m'inspire. Je continue à conduire, je continue à travailler, je continue à vivre ma vie imparfaite dans mon monde imparfait. Et chaque nuit, avant de dormir, je me répète la même chose. J'ai dit non. J'ai choisi de partir, et je suis libre. Même si parfois, dans l'obscurité juste avant l'aube, lorsque le monde est plus calme et le silence plus profond, je me demande si cela est vraiment vrai, ou si une partie de moi est restée dans ce village, en attendant, en observant, en comptant les jours jusqu'au prochain 17 octobre, lorsque le cycle recommencera. Voici comment se termine le récit que j'ai reçu. La personne qui me l'a envoyé dit qu'elle n'a plus jamais pris de détour non indiqué clairement sur des cartes officielles. Si tu as déjà vu un détour qui ne devrait pas être là, ou si tu as visité un endroit qui semblait exister hors du temps normal, j'aimerais connaître ton expérience. Laisse-la dans les commentaires. Parfois, partager ces histoires nous aide à traiter l'inexplicable. Conduis prudemment, et rappelle-toi que tous les chemins ne mènent pas là où nous croyons. À bientôt. Cette expérience m'a été racontée par Laura, une architecte qui vit à Montevideo, en Uruguay. Elle m'a écrit après avoir regardé plusieurs vidéos de la chaîne et m'a dit qu'elle était enfin prête à raconter ce qui lui était arrivé lorsqu'elle travaillait à la restauration d'un bâtiment abandonné. Si tu as déjà pénétré dans des lieux oubliés, des bâtiments vides où le temps semble s'être arrêté et que tu as eu le sentiment de ne pas être seul, partage ton histoire dans les commentaires. Je suis fasciné par la façon dont certains espaces semblent retenir l'énergie, les souvenirs, les présences. Avant de commencer, si tu apprécies ce contenu et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Maintenant, voici l'histoire de Laura et du bâtiment qui n'aurait jamais dû être restauré. Je m'appelle Laura et je suis architecte spécialisé dans la restauration de bâtiments historiques. J'ai 39 ans et je travaille dans cette profession depuis 15 ans. J'ai travaillé sur des dizaines de projets, anciennes demeures, théâtres abandonnés, hôtels désaffectés. Je suis habitué aux lieux anciens, poussiéreux, pleins d'histoires. J'adore mon travail précisément pour cela. Chaque bâtiment a une histoire à raconter. Mais il y a un bâtiment qui m'a fait remettre en question si certaines histoires devraient me rester enterrées. Tout a commencé en mars 2023. Un promoteur immobilier m'a contacté pour évaluer un bâtiment dans le quartier de Cordone, en plein centre de Montevideo. C'était un bâtiment art déco de 7 étages, construit en 1936, qui était abandonné depuis le début des années 90. 30 ans sans aucun entretien. Le développeur voulait en faire des appartements de luxe.
Mon travail consistait à évaluer la structure, déterminer ce qui pouvait être sauvé, ce qui devait être démoli et concevoir le plan de restauration. Le bâtiment était à l'angle d'une rue passante, mais curieusement, les gens semblaient l'éviter. Ils marchaient sur le trottoir opposé. Les commerces voisins n'occupaient pas les murs mitoyens. C'était comme s'il y avait un espace invisible autour du bâtiment que personne ne voulait traverser. La première fois que je l'ai vu, j'ai compris pourquoi il provoquait cette réaction. Il était magnifique, mais profondément troublant. La façade art déco montrait encore son élégance d'origine. Lignes géométriques, fenêtres arquées, balcons ornés de balustrades en fer forgé. Mais tout était couvert de saleté, de graffitis et de délabrement. Les fenêtres étaient barricadées avec des planches de bois pourri. La porte principale avait été scellée avec des briques. Il y avait autre chose, quelque chose que je ne peux pas expliquer rationnellement. Le bâtiment dégageait une sensation de rejet, comme s'il ne voulait que personne n'entre, comme s'il gardait des secrets qu'il ne voulait pas révéler. Impressionnant, n'est-ce pas? Dit le développeur, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Roberto. Un joyau architectural gaspillé. Pourquoi est-il resté abandonné si longtemps? Ai-je demandé. Problème juridique. Des disputes successorales qui ont duré des décennies. Finalement, elles ont été résolues, et nous voilà. Quelqu'un d'autre a-t-il essayé de l'acheter avant? Roberto hésita. Il y a eu des offres précédentes. Aucune n'a abouti. Mais c'est du passé. Maintenant, c'est à nous et nous avons le feu vert pour le restaurer. Il ne m'a pas dit toute la vérité, je l'ai su plus tard. Mais à ce moment-là, je ne voyais qu'un projet fascinant. Nous avons obtenu les permis nécessaires et commencé l'évaluation. J'ai engagé une petite équipe, 2 ingénieurs structure, un électricien et un plombier. Nous entrerions pendant la journée, ferions nos mesures et évaluations, et sortirions avant la tombée de la nuit. Le premier jour a été relativement normal. Nous avons cassé le seau de briques à l'entrée principale avec un marteau pneumatique. La porte derrière était rouillée mais intacte. Lorsqu'on l'a finalement ouverte, une odeur d'humidité, de moisi et quelque chose de plus nous a accueillis. Quelque chose de sucré et de pourri que je n'ai pas réussi à identifier. Le hall était spectaculaire. Sol en mosaïque avec des motifs géométriques art déco, bien que couvert de poussière et de débris. Un escalier en marbre montait majestueusement vers les étages supérieurs. Il y avait un vieux ascenseur avec des portes en grille métallique, évidemment hors d'usage après 30 ans. Les murs avaient du papier peint décollé, suspendu en longues bandes. Il y avait des graffitis récents dans certaines zones. Apparemment, des sans-abri étaient entrés par une fenêtre à un moment donné. Mais en général, le bâtiment était remarquablement intact. Nous avons commencé au rez-de-chaussée. C'était un hall d'entrée et des bureaux commerciaux. Nous avons examiné la structure, pris des photos, fait des notes. Tout semblait solide. Le bâtiment était étonnamment bien construit. Alors nous avons entendu quelque chose qui nous a fait arrêter. Un bruit métallique, comme si quelqu'un avait fermé une porte violemment à l'un des étages supérieurs. Clang. Nous nous sommes tous regardés. « Y a-t-il quelqu'un d'autre ici ?» a demandé Diego, l'un des ingénieurs. « Ce ne devrait pas, » ai-je répondu. « Nous avons scellé l'entrée après être entrés. Probablement quelque chose qui est tombé, » a dit Marcos, l'autre ingénieur. « Cet endroit est plein de choses lâches. » Nous avons continué à travailler, mais j'étais maintenant en alerte, écoutant. 1 heure plus tard, nous avons entendu des pas, clairs, sans équivoque. Quelqu'un marchant à l'étage supérieur. Le son de chaussures sur le parquet en bois. Tap, 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 tap. D'accord, il y a définitivement quelqu'un ici, a dit l'électricien, Javier. Je vais vérifier, et dit, en prenant ma lampe de poche. Veux-tu que nous allions avec toi? A proposé Diego. Non, continuez à travailler. C'est probablement un squatteur qui n'est pas sorti quand nous avons bouché l'entrée. Je leur dirai de partir. Je suis monté les escaliers en marbre. Chaque pas résonnait dans l'espace vide. Les escaliers étaient recouverts de poussière, et je pouvais voir clairement qu'il n'y avait pas de traces récentes, sauf les miennes. Le premier étage avait été composé d'appartements résidentiels. Il y avait un long couloir avec des portes de chaque côté. La plupart étaient ouvertes, révélant des appartements vides avec des meubles anciens couverts de draps, des papiers jaunis éparpillés sur le sol, des bouteilles vides. « Bonjour » ai-je appelé. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» C'est un bâtiment privé. Ils doivent partir. Silence. Je marchais dans le couloir, vérifiant chaque appartement. Tous vides. Il n'y avait aucun signe d'occupation récente.
Aucune couverture, aucune trace de feu de camp, aucun déchet frais. S'il y avait des squatteurs, ils étaient repartis depuis longtemps. Mais alors j'ai entendu à nouveau les pas. Cette fois, ils venaient de l'étage supérieur. Deuxième étage. Tac, 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 tac. Je suis monté au deuxième étage. Même disposition, long couloir, appartements de chaque côté, tous vides. Cela n'a pas de sens, murmurait. Les pas ont recommencé. Troisième étage. Je commençais à me frustrer. Quelqu'un me jouait-il un tour? Je suis monté au troisième étage. Rien. Quatrième étage. Rien. Quand je suis arrivé au cinquième étage, je me suis arrêté. Cet étage semblait différent. L'air était plus froid, plus lourd. Et il y avait une odeur. Cette odeur douce et pourrie du hall, mais beaucoup plus forte ici. Le couloir était plus sombre que les autres. Certaines portes étaient refermées. Je marchais lentement, éclairant chaque porte avec ma lampe de poche. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur une des portes, appartement 5C. Il y avait quelque chose gravé dans le bois. Je me suis approché pour mieux voir. Ce étaient des mots, gravés profondément, comme avec un couteau ou un clou. Il disait « N'entrez pas ». Et en dessous, elle est encore là. Une chair de poule m'a parcouru le dos. J'ai essayé de tourner la poignée de l'appartement 5C. Elle était verrouillée. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait arrêter mon cœur. Une voix de femme, chantant. Elle venait de l'intérieur de l'appartement 5C. C'était une berceuse, douce, mélodique, mais il y avait quelque chose de profondément perturbant en elle. La mélodie était correcte, mais le ton était vide, sans émotion, comme un enregistrement en boucle. Dors, dors, mon enfant, dors sans peur. Maman est là, maman sera toujours là. Bonjour, dis-je en frappant à la porte. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? La chanson s'arrêta brusquement. Silence. Je m'appelle Laura. Je suis architecte. Ce bâtiment va être restauré. S'il y a quelqu'un qui vit ici, j'ai besoin qu'il sorte. Je peux vous aider à trouver un autre endroit. Plus de silence. Et puis, une voix. La même voix qui chantait. Mais maintenant, elle semblait différente, plus proche, juste de l'autre côté de la porte. « Tu vas m'emmener voir mon bébé ?» Les mots me glacèrent. « Je ne comprends pas. Quel bébé? Vous ne pouvez pas emmener mon bébé. Il est à moi. Je m'en occupe. Je le protège. Madame, personne ne va prendre quoi que ce soit. J'ai juste besoin que vous ouvriez la porte. » Un bruit étrange vint de l'autre côté, comme des griffes, des ongles raclant le bois. Je ne peux pas ouvrir. Il m'a enfermé. Il m'a enfermé avec mon bébé. Il a dit que c'était pour notre bien. Mais mon bébé a cessé de bouger. Il a arrêté de pleurer. Et maintenant, je ne fais que dormir. Je chante seul. J'espère seul. Ma main tremblait sur la poignée. Combien de temps est-ce que tu es là-dedans? Je ne sais pas. Très longtemps. Tellement longtemps. Quelle année sommes-nous? 2023. Un bruit horrible venait de l'autre côté de la porte. Un gémissement, un sanglot, quelque chose entre rire et pleurs. Tant de temps seul avec mon bébé. Je reculai de la porte. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. Je devais sortir. Je devais appeler à l'aide. Je courus vers les escaliers. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu quelque chose qui m'a fait trébucher et tomber. Il y avait une femme debout au début des escaliers. Il était jeune, peut-être 25 ans. Il portait une robe des années 50, décolorée et sale. Ses cheveux étaient longs et en désordre. Et dans ses bras, elle tenait quelque chose enveloppé dans une vieille couverture. Nous nous regardâmes fixement. Ses yeux étaient sombres, creusés, désespérés. « Tu vas m'aider ?» chuchota-t-elle. « S'il te plaît, aide-moi à sortir. Il m'a enfermé il y a si longtemps. »« Qui t'a enfermé ?»« Mon mari. Il a dit que j'étais malade, que le bébé était malade, que nous devions rester ici jusqu'à ce que nous soyons guéris. Mais nous ne nous sommes jamais guéris, et il n'est jamais revenu. » Je fis un pas vers elle, tendant la main. « Je peux t'aider. Viens avec moi. Sortons d'ici. » Elle sourit. Ce fut le sourire le plus triste que j'ai jamais vu de ma vie. « Je ne peux pas sortir. J'ai essayé pendant des années, mais je reviens toujours ici, toujours à l'appartement 5C. Qu'as-tu dans tes bras ?» Elle regarda en bas vers la couverture. Lentement, elle releva un coin pour me montrer ce qu'elle tenait. Ce n'était pas un bébé. C'était un petit squelette. Un squelette d'enfant, soigneusement enveloppé dans la couverture décolorée. J'ai crié.
Je ne pouvais pas m'en empêcher. Et quand j'ai crié, elle a disparu. Elle s'est simplement évaporée comme de la fumée. Je suis descendu les escaliers en trébuchant, tombant presque plusieurs fois. Je suis arrivé au rez-de-chaussée où mon équipe travaillait toujours. « Nous devons partir !» ai-je crié. « Maintenant !» Ils m'ont regardé, alarmé par mon état. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ?» Je ne vais pas bien. Il y a quelque chose de très mauvais dans cet immeuble. Au 5e étage, appartement 5C. Nous devons appeler la police. Laura, calme-toi. Qu'as-tu vu ? Je leur ai tout raconté. La voix, la femme, le squelette. J'espérais qu'ils penseraient que j'étais folle, mais Diego et Marcos ont échangé un regard significatif. « Nous devons te dire quelque chose, » dit enfin Diego. « Pendant que tu étais en haut, nous avons trouvé ceci. » Il m'a montré un vieux journal qu'ils avaient trouvé parmi les décombres. Il était jauni, cassant, daté de juillet 1957. Le titre disait « Tragédie dans un immeuble de Cordon. Femme et bébé retrouvés morts. » J'ai lu l'article avec des mains tremblantes. Il racontait l'histoire d'une jeune femme, Maria Elena Suarez, âgée de 24 ans, qui vivait dans l'appartement 5C avec son mari et son bébé de 3 mois. Le mari, Roberto Suarez, avait été arrêté pour homicide. Selon l'article, Roberto souffrait de troubles délirants et était convaincu que sa femme et son bébé étaient possédés par des démons. Il les a enfermés dans l'appartement et a emporté la clé. Les voisins ont entendu des cris et des pleurs pendant des jours, mais Roberto leur a dit qu'ils étaient malades et avaient besoin de quarantaine. Lorsque la police est finalement entrée, une semaine plus tard, ils ont trouvé Maria Elena morte de déshydratation et de faim. Le bébé était mort quelques jours auparavant. Maria Elena l'avait continué à bercer, lui chantant, même après sa mort. Roberto a été envoyé dans un hôpital psychiatrique où il est mort des années plus tard. L'appartement 5C n'a jamais été reloué. Certains disaient que les voisins entendaient chanter pendant la nuit. D'autres disaient qu'ils voyaient une jeune femme regarder par la fenêtre tenant quelque chose dans ses bras. L'immeuble a commencé à se vider progressivement. Les gens ne voulaient plus y vivre. En 1990, le dernier locataire était parti et l'immeuble est resté abandonné. Nous devons ouvrir cet appartement, ai-je dit. Nous devons retrouver ses restes et lui offrir des funérailles appropriées. Nous avons appelé la police. Ils sont venus avec une équipe médico-légale. Ils ont forcé la porte de l'appartement 5C. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé l'histoire du journal. Dans la chambre principale, ils ont trouvé des restes humains. Un squelette adulte sur le lit, blotti en position fétale. Et dans ses bras, les petits restes d'un bébé. Ils étaient là depuis 66 ans, oubliés, piégés. L'affaire a été rouverte en tant qu'enquête historique. Les restes ont été identifiés grâce à des dossiers dentaires et d'autres documents trouvés dans l'appartement. Il s'agissait effectivement de Maria Elena Suarez et de son fils, Martin Suarez. Un enterrement approprié a été organisé. Une tombe commune au cimetière central de Montevideo. Quelques membres de la famille éloignés ont assisté. Des petits-neveux qui connaissaient à peine l'histoire. Moi aussi j'y suis allé. Je sentais que je devais le faire, que je lui devais cela après notre rencontre. Pendant que les cercueils descendaient, j'ai ressenti quelque chose. Une brise chaude sur ma joue, malgré que ce fût une journée sans vent. Et j'ai pu jurer que j'ai entendu un murmure. Merci. Après l'enterrement, le développeur a décidé d'annuler le projet. Il a dit que c'était pour des raisons financières, mais je connaissais la vérité. Le bâtiment avait une histoire sombre trop lourde. Trop de douleur imprégnée dans ses murs. Le bâtiment est toujours là, toujours abandonné, toujours évité par les passants. Mais maintenant, il y a une plaque à l'entrée. Une plaque que j'ai moi-même placée, avec l'autorisation des autorités. Elle dit « En mémoire de Maria Elena Suarez, 1933-1957, et de son fils Martin, 1957, que leur âme repose en paix. » Parfois, je passe par là, et le bâtiment semble différent maintenant, toujours abandonné, toujours délabré. Mais il ne dégage plus ce rejet, il ne semble plus hanté, il semble en paix, ou du moins, c'est ce que j'aime penser. Parce que l'autre option, que Maria Elena soit encore là, toujours à attendre, toujours à chanter pour son bébé, est trop triste à envisager. Depuis lors, j'ai travaillé sur de nombreux autres projets de restauration, mais je recherche toujours l'histoire complète avant de commencer, parce que j'ai appris que les bâtiments ne sont pas seulement des structures de briques et de béton.
Ce sont des conteneurs de mémoire, de vie, de mort, d'histoires qui doivent parfois être racontées pour que les âmes puissent enfin reposer en paix. Et certaines histoires nécessitent plus que d'être racontées. Elles doivent être honorées, rappelées, respectées. C'est la véritable restauration, pas seulement des bâtiments, mais de la dignité humaine. Voici tout ce que Laura a partagé avec moi. Elle m'a dit que cette expérience a complètement changé sa façon d'aborder son travail maintenant. Si vous avez déjà travaillé dans des endroits avec une histoire sombre, ou si vous avez vécu quelque chose qui vous a fait croire que certaines présences cherchent simplement la paix, laissez-le dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et perspectives. Je remercie tous ceux qui ont envoyé leurs histoires. Elles rendent cette chaîne possible. Si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas à m'écrire. Chaque histoire mérite d'être entendue. Passez une bonne nuit et à la prochaine histoire. Cette histoire me l'a envoyé Matteo, un garde forestier qui travaillait dans la cordillère patagonienne argentine. Il m'a contacté après avoir entendu plusieurs histoires sur la chaîne et m'a dit qu'il avait besoin de partager quelque chose qui lui était arrivé il y a 3 ans. Si vous avez aussi vécu des expériences étranges dans des endroits reculés, en forêt ou en montagne, où la nature semble avoir ses propres règles, laissez-le dans les commentaires. J'adore lire des rencontres dans des lieux isolés où l'inexplicable semble plus possible. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans une forêt froide et silencieuse, dans le sud de l'Argentine, où Matteo a découvert que parfois le silence cache des choses qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Je m'appelle Matteo et pendant 7 ans, j'ai été garde forestier dans le parc national Nahuel Huapi, en Patagonie argentine. C'est un travail solitaire, mais c'était précisément ce que j'aimais. Après des années à vivre à Cordoba, entouré de bruit et de gens, la solitude des montagnes me semblait un paradis. Le parc couvre plus de 700 000 hectares de forêts, de lacs et de montagnes. Mon secteur assigné était une zone particulièrement reculée à l'extrémité nord-ouest du parc, près de la frontière avec le Chili. Il y avait un poste de garde-parc là-haut, une cabane en bois de 2 pièces avec des panneaux solaires, un poêle à bois et une radio à ondes courtes pour les urgences. Le village le plus proche était à 4 heures, en camionnette, sur des routes de terre. Je passais 2 semaines consécutives dans la cabane, seul, à surveiller les sentiers, à prévenir les incendies, à enregistrer la faune. Ensuite, j'avais 1 semaine de repos à Bariloche avant de repartir. C'était une existence simple, cela me plaisait. Tout cela a changé en mai 2021. C'était mon 6e jour de service. C'était lundi et tout s'était déroulé normalement. Les températures étaient déjà basses, proches de 0 pendant la journée et en dessous de 0 la nuit. Les forêts de Quahu et de Lenga étaient nues, leurs branches squelettiques contre le ciel gris. La neige avait commencé à tomber par intermittence. Jeudi après-midi, j'ai décidé de faire une inspection d'un sentier que je n'avais pas vérifié depuis des mois. Il s'appelait Sentier du Cañadón Oscuro, un nom que les locaux lui avaient donné il y a des décennies. C'était un sentier de 8 km qui serpentait à travers une vallée étroite entre 2 montagnes, où le soleil n'atteignait presque jamais, même en été. Personne n'utilisait ce sentier. Il était trop éloigné des routes touristiques et ne menait à aucun point de vue spectaculaire ni à un lac pittoresque. C'était simplement une forêt dense, silencieuse et froide. Mais c'était ma responsabilité de le vérifier périodiquement. Je suis sorti de la cabane vers 2 heures de l'après-midi, avec suffisamment de lumière du jour pour y aller et revenir avant la tombée de la nuit. J'avais mon sac à dos avec l'essentiel. De l'eau, de la nourriture, une lampe de poche, un couteau, une radio, une trousse de premier secours. Et mon fusil, que je portais toujours au cas où je rencontrerais un puma ou un sanglier agressif. Le sentier commençait juste derrière la cabane et descendait progressivement vers le canyon. Les premiers kilomètres furent tranquilles. Seul le bruit de mes bottes sur les feuilles mortes et le cri occasionnel d'un oiseau se faisaient entendre. L'air était immobile, comme si la forêt retenait son souffle. Après 1 heure de marche, le sentier s'enfonçait dans la partie la plus profonde du canyon. Les montagnes de chaque côté s'élevaient abruptement, bloquant la lumière. Même en plein après-midi, là-bas en contrebas, il semblait faire nuit. Les ombres étaient longues et épaisses. C'est alors que je remarquai le silence. Pas le silence habituel de la forêt. Ce silence vivant, rempli de petits bruits, feuilles qui bougent, branches qui craquent, petits animaux qui se déplacent dans la végétation.
C'était différent. C'était un silence absolu, total, comme si tous les êtres vivants à des kilomètres à la ronde avaient disparu ou étaient cachés. Je m'arrêtais, je regardais autour de moi. Rien ne bougeait. Pas une feuille, pas un insecte, rien. Et alors je l'ai entendu, très doucement au début, presque imperceptible. Un murmure. Non, ce n'était pas un murmure. C'étaient des murmures, plusieurs voix très basses, parlant toutes en même temps. Je ne pouvais pas distinguer les mots, juste le murmure constant de voix superposées. Je regardais vers les arbres, essayant d'identifier la source. Des touristes perdus, des randonneurs sur un autre sentier proche, mais il n'y avait pas d'autres sentiers à proximité, et les voix ne venaient d'aucune direction spécifique. Elles semblaient venir de partout et de nulle part en même temps. « Bonjour » appelai-je. « Y a-t-il quelqu'un » Les voix se sont arrêtées immédiatement. Le silence qui a suivi était encore plus oppressant. J'ai attendu. 30 secondes. 1 minute. Rien. C'était probablement le vent, pensais-je, bien qu'il n'y eût rien de vent. Les arbres étaient complètement immobiles. Je continuais à marcher, mais maintenant j'étais sur mes gardes. J'avais la main près de la radio, prête à demander du secours si nécessaire. 15 minutes plus tard, les voix sont revenues, plus fortes cette fois. Et maintenant, je pouvais distinguer quelque chose de plus. Elles ne murmuraient pas seulement. Certaines pleuraient, des sanglots doux, étouffés, mêlés aux murmures. Les poils de ma nuque se sont hérissés. J'ai dégainé mon fusil, plus par instinct que par logique. Que pouvais-je leur tirer dessus? Des voix? Qui est là? Ai-je crié avec plus de fermeté. Identifiez-vous. Cette fois, les voix ne se sont pas arrêtées. Au contraire, elles sont devenues plus intenses. Et alors, pour mon horreur absolue, j'ai entendu quelque chose qui a glacé mon sang. J'ai entendu mon nom. Matteo. Matteo. Ce n'était pas une voix. C'étaient plusieurs, toutes chuchotant mon nom à l'unisson. Certaines sur un ton suppliant, d'autres sur un ton accusateur, d'autres simplement vide. Je suis reculé d'un pas. Le fusil tremblait dans mes mains. Qui diable est là? Matteo, viens. Matteo, aide-nous. Matteo. Les voix semblaient maintenant bouger, s'approchant, m'entourant. Je pouvais les entendre à ma droite, à ma gauche, derrière moi, partout. J'ai décidé de faire demi-tour. Ce n'était pas normal. Je devais sortir d'ici. Je pourrais revenir avec des renforts, avec des explications logiques. Mais maintenant, je voulais juste partir. Je me suis mis à marcher rapidement dans le sens inverse. Les voix me suivaient. Ne pars pas. Matteo, ne pars pas. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. J'ai accéléré le pas. Les voix sont devenues plus urgentes, plus désespérées. Non, Matteo, reste, écoute-nous. S'il te plaît. J'ai commencé à courir. Mes bottes frappèrent le sentier avec force. Ma respiration était lourde, formant des nuages dans l'air froid. Le fusil rebondissait contre mon dos. Et alors, quelque chose m'a fait trébucher. Ce n'était pas une racine, ce n'était pas une pierre. C'était comme si quelque chose, une main invisible, me saisissait la cheville et tirait. Je suis tombé violemment, frappant le sol avec force. Le fusil a glissé plusieurs mètres sur le sentier. Les voix ont éclaté en volume. Elles ne murmuraient plus. Elles criaient « Matteo! Matteo! Matteo !» Je me suis traîné vers mon fusil, désespéré. Mes doigts l'ont atteint juste au moment où j'ai ressenti quelque chose de plus, un froid intense dans ma jambe, là où quelque chose m'avait attrapé. Ce n'était pas le froid du climat, c'était un froid qui pénétrait jusqu'aux os, qui faisait mal d'une manière que le froid normal ne fait pas. J'ai saisi le fusil, je me suis retourné et j'ai pointé vers rien. Il n'y avait rien de visible là-bas, juste la forêt vide, juste les arbres immobiles, juste les ombres profondes. Mais les voix continuaient, et maintenant, je pouvais entendre les mots plus clairement. Ils nous ont laissés, ils nous ont oubliés. Aide-nous, trouve-nous, s'il te plaît. Ne nous laisse pas ici. Je me suis levé, ignorant la douleur dans ma jambe. J'ai commencé à courir à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas arrêté. J'ai couru pendant ce qui a semblé une éternité, avec les voix me poursuivant, criant, suppliant, accusant. Seulement lorsque je suis enfin sorti du ravin, lorsque le sentier a commencé à monter et que la lumière du jour, le peu qui restait, est devenue plus présente, les voix ont commencé à s'estomper. Elles sont devenues plus faibles, plus lointaines, jusqu'à ce qu'enfin, il ne reste plus que le silence normal de la forêt, le craquement des branches, le vent doux,
le son de ma propre respiration haletante. Je suis arrivé à la cabane lorsque le soleil se couchait. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, ce que je ne faisais jamais, et je me suis effondré dans une chaise, tremblant. Qu'était-ce que cela? Une hallucination? Un manque d'oxygène dû à l'altitude? Un gaz naturel du sol provoquant des hallucinations auditives? J'ai essayé de trouver des explications rationnelles, mais aucune ne pouvait expliquer comment les voix connaissaient mon nom, comment elles m'avaient attrapé, comment le froid dans ma jambe persistait encore, des heures plus tard. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis près du poêle, avec le fusil sur mes genoux, écoutant les sons de la forêt nocturne. Chaque craquement me faisait sursauter. Chaque ombre que je voyais par la fenêtre me faisait sauter. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé le sang. « Pourquoi poses-tu des questions sur le Cañadón ?» dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement, il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire horrible. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était éloigné, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. Parce que ce ne sont que des histoires, Matteo. Nous ne pouvons pas prendre de décisions de personnel basées sur des superstitions. Et ce sentier doit être surveillé comme n'importe quel autre. Après avoir raccroché la radio, je suis resté assis, en train de traiter l'information. 20 personnes, 20 voix, toutes criant à l'aide, toutes oubliées, toutes voulant être retrouvées. Je savais ce que je devais faire. J'ai passé les jours suivants à me préparer. J'ai approfondi mes recherches. J'ai contacté des organisations de défense des droits de l'homme. J'ai parlé avec des historiens locaux. J'ai rassemblé toutes les informations possibles sur les disparitions dans cette région. Et puis, une semaine plus tard, je suis retourné au Cañadón Oscuro. Cette fois, je n'y suis pas allé seul. J'ai emmené avec moi une équipe d'anthropologues légistes de Buenos Aires, spécialistes dans la recherche des restes de disparus de la dictature. Je leur avais tout raconté. Mes expériences, les voix, l'histoire du lieu. Certains m'ont regardé avec scepticisme, d'autres avec compassion. Mais tous ont convenu que cela valait la peine d'enquêter. Nous sommes entrés dans le ravin tôt le matin. Cette fois, avec la lumière du jour complète et en groupe, l'endroit semblait moins menaçant. Mais le silence était toujours là, ce silence antinaturel. Nous utilisons des chiens entraînés pour détecter des restes humains et un géoradar portable pour scanner le sol. 3 heures après le début de la recherche, l'un des chiens a commencé à aboyer frénétiquement dans une zone dense de la forêt, à environ 50 mètres du sentier. L'équipe a commencé à creuser avec précaution. Ils ont trouvé des os, beaucoup d'os. Au cours des 2 semaines suivantes, l'équipe médico-légale a excavé méticuleusement la zone. Ils ont trouvé les restes de 18 personnes, hommes et femmes, certains très jeunes, enterrés dans des fosses peu profondes, exactement comme Ramiro l'avait dit. Chacun a été exhumé avec soin, documenté, préparé pour une identification par ADN. Après plus de 40 ans, certaines familles auraient enfin des réponses. Certains disparus seraient enfin identifiés et recevraient des funérailles dignes. Le lendemain matin, j'ai décidé d'enquêter. J'ai utilisé la radio pour contacter le bureau principal du parc à Bariloche. J'ai demandé des informations sur l'histoire du Cañadón Oscuro, s'il y avait une histoire associée à cet endroit. La réponse que j'ai reçue m'a glacé d'effroi. « Pourquoi tu demandes des infos sur le Cañadón ?» dit Ramiro, mon superviseur. « Juste par curiosité. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Il y eut une longue pause. « Écoute, Matteo, officiellement il n'y a rien. Mais officieusement, cet endroit a une histoire sombre. Il m'a raconté qu'au cours des années 1970, pendant la dernière dictature militaire en Argentine, le Cañadón Oscuro avait été utilisé comme lieu de disparition. C'était isolé, inaccessible, parfait pour faire disparaître des personnes sans que personne ne le sache. On estimait qu'au moins 20 personnes, activistes politiques, étudiants, enseignants, avaient été emmenés dans cette gorge et exécutés sur place. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés.
probablement enterrés dans des fosses peu profondes quelque part dans la forêt, cachés sous des décennies de feuilles mortes et de végétation. Les gardes forestiers les plus âgés disent que ce sentier est maudit, poursuivit Ramiro, que les esprits des disparus y sont encore, cherchant à être trouvés. Mais ce ne sont que des superstitions, tu comprends? Rien d'officiel. Est-ce que quelqu'un m'a déjà signalé des choses étranges là-bas? Une autre pause. Certains ont rapporté entendre des voix, ressentir des présences. Un garde forestier dans les années 90 a dit que quelque chose l'avait attaqué sur ce sentier. Il a été retrouvé inconscient avec des marques sur les bras, comme si quelqu'un l'avait saisi fermement. Mais il était seul. Il n'y avait personne d'autre à des kilomètres. J'ai regardé ma propre jambe. J'avais encore des ecchymoses là où quelque chose m'avait attrapé la veille. Des ecchymoses en forme de doigt. Pourquoi personne ne m'a averti de cela avant de m'assigner ce secteur? Ai-je demandé, en essayant de contrôler ma voix. La nuit après avoir terminé l'exhumation, je suis resté dans la cabane. J'étais épuisé physiquement et émotionnellement. Mais je sentais que je devais faire quelque chose de plus. Je suis retourné au Cañadón Oscuro, seul, au coucher du soleil. C'était probablement imprudent, mais je sentais que je devais le faire. Je suis arrivé à l'endroit où ils avaient creusé. Maintenant, il y avait des marqueurs, du ruban de police jaune, des signaux d'activité récente. Je me suis arrêté là, dans le silence de la forêt. Nous les avons trouvés, ai-je dit à voix haute. Ils ne sont plus seuls, ils ne sont plus oubliés. Maintenant, leurs familles sauront ce qui leur est arrivé. Maintenant, ils peuvent reposer en paix. J'ai attendu. La forêt était complètement silencieuse, mais c'était un silence différent, pas le silence oppressant d'avant. C'était paisible, comme si la forêt pouvait enfin respirer. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas ressenti de froid anormal. Juste le vent doux faisant bouger les branches, le chant lointain d'un oiseau, le craquement normal de la vie dans la forêt. Je suis resté là pendant 1 heure, simplement assis par terre, laissant la paix du moment m'envahir. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une sensation de chaleur dans la poitrine, malgré le froid de la nuit. Et je pourrais jurer avoir entendu un murmure, si doux qu'il aurait pu être le vent. Merci. J'ai travaillé encore 6 mois comme garde forestier après cela. Je suis retourné plusieurs fois au Cañadón Oscuro. Je n'ai plus jamais entendu les voix. L'endroit semblait différent maintenant. Il était toujours solitaire, toujours sombre, mais la présence troublante avait disparu. Finalement, j'ai quitté mon emploi. Pas par peur, mais parce que je sentais que j'avais accompli quelque chose d'important là-bas. J'avais entendu quand d'autres n'ont pas entendu. J'avais aidé quand d'autres ont passé leur chemin. Maintenant, je vis à Bariloche. Je travaille comme guide touristique. Vie normale. Mais je porte toujours cette expérience en moi. Le souvenir de ces voix et la leçon que j'ai apprise. Parfois, les morts ont besoin des vivants. Pas pour leur faire peur, pas pour leur faire du mal, mais simplement pour être rappelés, pour être trouvés, pour que quelqu'un écoute enfin leur histoire. Le Cañadón Oscuro n'est plus un lieu maudit, c'est un lieu de mémoire. Et les voix qui criaient autrefois dans le désespoir reposent maintenant en paix. Du moins, c'est ce que je veux croire. Et avec cela se termine l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il m'a dit que c'était l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie, mais aussi la plus significative. 18 familles ont finalement obtenu des réponses grâce à ce qu'il a vécu. Si tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable qui a fini par avoir un but plus grand, ou si tu as ta propre histoire sur des lieux de mémoire, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Parfois, le paranormal et le réel s'entrelacent de manière que nous n'attendons pas. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et repose-toi bien. On se voit dans la prochaine histoire.